Donc, ce surfeur devient d'une manière ou d'une autre l'un des voleurs de bijoux les plus notoires de tous les temps. Maintenant, les gens l'appellent Murph. Et Murph adore surfer. Et un jour à Miami, Murph retrouve quelques vieux amis surfeurs. Et ses amis, ils s'habillent, soudainement de manière plutôt élégante. Genre, ils étaient des clochards avant et maintenant ils ont du style. Et Murph dit, c'est quand que vous, les idiots, avez eu de l'argent tout d'un coup? Et c'est à ce moment-là qu'un de ses amis lui explique, ce gars-là, Alan. Alan lui explique qu'ils ont tous ce nouveau petit boulot, entrer par effraction dans des endroits et les cambrioler. Des maisons, des chambres d'hôtel, des bijouteries. Surtout, ils cherchent des bijoux, donc. Sont des voleurs de bijoux. Et une nuit, ils sont sur le point de faire un cambriolage et ils invitent Murph à se joindre à eux. Et Murph dit « Génial, on va se faire de l'argent ». Et donc il participe. Ce cambriolage, et ça se passe bien. Ils volent quelques bijoux et ils les vendent et sa part finit par être d'environ 15 000 $. Et Murph regarde tout ça et il se dit « Eh bien, c'était l'argent le plus facile que j'ai jamais gagné. Faisons-le encore ». Et donc il continue ce petit boulot. Murph et Alan, ils surfent le jour et ils cambriolent la nuit, grimpant sur les toits et sautant entre les balcons pour voler des bijoux à de vieilles dames riches et à des touristes. Et ils gagnent beaucoup d'argent grâce à ça. Et bientôt, ils impliquent un autre ami, ce gars, Roger. Et Roger finit par être leur guetteur et leur chauffeur. Et tout ça fonctionne très bien pour eux. Rapidement, ils s'ennuient de Miami. Murph, Alan et Roger voyagent de Miami à New York. Je suppose qu'ils ont déjà cambriolé tous les bons endroits. Alors Murph, Alan et Roger, ils font un road trip de Miami jusqu'à New York parce qu'ils essayent de voir s'il y a des endroits là-haut à cambrioler. Et pendant qu'ils sont à New York, ils font une visite du célèbre musée américain d'histoire naturelle. Et le musée américain d'histoire naturelle, il a une exposition qui s'appelle la salle des gemmes, qui abrite certains des gemmes les plus rares et les plus chers du monde. Et donc, cette visite les mène à travers la salle des gemmes, et ils regardent tous ces bijoux exposés, et ils se disent « Oh ouais, on doit cambrioler cet endroit ». Alors ils mettent leurs têtes ensemble et commencent à élaborer un plan pour s'introduire dans le musée d'histoire et prendre leur collection de gemmes historiques. Et ces gars-là, ils sont comme des professionnels dans ce domaine. Alors ils prennent le temps de planifier tout ce cambriolage. Ils visitent le musée et ils observent les gardes pendant leur ronde nocturne. Ils vérifient discrètement les fenêtres du musée pour repérer d'éventuelles vulnérabilités. Et par chance, pour eux, ils voient qu'une de ces fenêtres est entrouverte. Et pendant qu'ils planifient tout ce cambriolage, ils séjournent dans un hôtel à proximité. Et comme ils ont un surplus d'argent grâce à tout leur cambriolage à Miami, ils sont dans cet hôtel, à organiser de grosses fêtes bruyantes dans la chambre avec plein de monde. Je veux dire, ils passent juste un super moment. Alors la grande nuit arrive enfin, et Roger les conduit au musée d'histoire. Et Murph et Alan, ils sautent par-dessus la clôture et courent à travers la cour. Et ensuite, Alan grimpe le long du bâtiment, utilisant principalement l'échelle de secours. Et ensuite, il arrive à la fenêtre entrouverte. Et ensuite, il descend une corde pour Murph. Et ensuite, Murph grimpe et ils ouvrent la fenêtre et ils entrent à l'intérieur et se dirigent vers la salle des gemmes. Et une fois qu'ils sont là, ils utilisent un coupe-vert et ils font des trous dans les vitrines. Et par chance pour eux, les alarmes étaient anciennes, obsolètes et ne fonctionnaient plus. Et ces gars-là, ces surfeurs, finissent par voler environ 24 pierres, y compris 3, thèmes très importantes. Le rubis étoile de Longue, le diamant aigle et le saphir étoile d'Inde. Ce qui valait environ 400 000 dollars, ce qui, en argent d'aujourd'hui, vaudrait environ 4 millions de dollars. Sans parler du fait que ce sont des gemmes historiques, donc elles sont littéralement impossibles à remplacer. Quoi qu'il en soit, ces gars prennent ces gemmes et ils prennent tout ce qu'ils peuvent. Et ensuite, ils redescendent du bâtiment et s'enfuient vers leur hôtel. Le lendemain matin, Murph et Alan, ils prennent l'avion pour Miami, emportant les bijoux avec eux. Pendant ce temps, Roger s'enfuit dans le Connecticut pour être avec sa famille. Mais quand la nouvelle éclate que le musée d'histoire naturelle a été victime du vol d'une collection de bijoux inestimables, l'histoire prend de l'ampleur et fait la une des journaux. Voici le truc. Cependant, parce que ces gars-là ont organisé tellement de fêtes dans leur hôtel, un employé de l'hôtel finit par prévenir la police. Tu sais, ces 3 gars, ils semblent vraiment suspects. Et donc, la police va vérifier leur chambre d'hôtel et ils trouvent des photos du musée, un pistolet à air comprimé et des outils de cambriolage. Donc, ils savent que ces gars sont coupables. 2 jours plus tard, le FBI arrive à Miami et boum, ils arrêtent Murph.
Et aussi, boum, ils arrêtent Alan et finalement ils vont aussi arrêter Roger. Finalement, au fil du temps, les Feds récupèrent la plupart des bijoux volés. Il y en avait 24 au total, mais ils ne les récupèrent jamais en fait. L'un des gros, le diamant aigle. En fait, ils ne l'ont jamais retrouvé. Maintenant, parce que c'est une histoire de nouvelles si importante, ces gars deviennent un peu des célébrités criminelles. En fait, les gens finissent par les soutenir. Je veux dire, ce sont des surfeurs, ils sont en forme, ils sont plutôt beaux. Ils deviennent en quelque sorte des héros locaux. Donc, on dirait que ces gars ont vraiment profité de tout ça. Jusqu'à ce que les trois soient reconnus coupables et condamnés à 3 ans de prison. Ils purgent donc leur peine et sortent, et Roger, lui, reprend une vie normale. Mais Murph et Alan, eux, ne le font pas. Ils retournent directement à la criminalité et ils recommencent à cambrioler des maisons et des bijouteries. Mais un jour, Murph rencontre ces 2 jeunes femmes en Floride et il lui demande de l'aide. Parce qu'ils ont apparemment juste volé pour 488 000 $ d'actions et d'obligations dans un bureau de services financiers où ils travaillaient auparavant. Et maintenant, ils ne savent pas quoi faire ensuite. Et donc, je suppose que Murph, en tant que criminel, il propose de les aider à vendre ses actions et obligations sans se faire attraper. Et donc, quelques jours après les avoir fréquentées, ces 2 femmes se retrouvent soudainement à squatter dans son appartement, ce qui semble plutôt amusant, mais assez rapidement, je suppose, Murph les trouve vraiment agaçantes. Genre, elles sont toutes impatientes et elles le rendent fou. Et donc Murph et un autre gars, ils proposent de les emmener sur le bateau du gars. Et une fois qu'ils sont sur l'eau, ils battent ces femmes, les poignardent et les tuent. Et ensuite, ils les jettent à l'eau. 1 mois plus tard, leur corps échoue sur la rive du canal. Et Murph et l'autre gars, ils ont été vus pour la dernière fois avec elle, donc ils sont vraiment suspects dans ce crime. Et donc bam, ils se font tous les 2 arrêter. Mais malheureusement, à ce stade, il n'y a pas de preuves concrètes. Donc, ils sont libérés sous caution. Et pendant qu'il est en liberté sous caution, Murph décide, ouais, il est temps de cambrioler une autre maison. Et donc, il s'introduit chez cette femme riche pendant qu'elle est chez elle, et il la braque avec une arme, et il dit « Donne-moi tous tes bijoux, ou je vais jeter cette eau bouillante sur le visage de ta nièce. » Jésus, Murph. Mais par chance pour la femme et sa nièce, elle a en fait un bouton de panique installé chez elle. Alors, elle appuie sur le bouton de panique et assez rapidement, la police arrive. Et Murph est toujours là et il y a comme une vraie fusillade entre lui et la police. Et finalement, bam, il l'arrête à nouveau. Et il passe en procès et il est reconnu coupable d'avoir essayé de cambrioler la maison de cette femme riche et d'avoir tué ses filles sur ce bateau. Et il reçoit des peines de réclusion à perpétuité consécutive. Oh, mais ce n'est pas encore fini. Parce qu'en prison, Murph va continuer à être un vrai petit con. En prison, il devient en fait une sorte de baron de la drogue, s'assurant que les autres prisonniers reçoivent leur approvisionnement, je suppose. Mais un jour, Murph reçoit une info. Quelqu'un l'informe que s'il veut un jour sortir en liberté conditionnelle, la seule façon de le faire est de se présenter comme un homme changé et de dire qu'il a, genre, trouvé Jésus ou quelque chose comme ça. Et beaucoup de gens pensent que c'est complètement des conneries. Mais, soudain, il commence à proclamer qu'il a trouvé Jésus et il commence à prêcher aux autres prisonniers dans la prison. Et suppose que ça fonctionne. Parce qu'après 17 ans en prison, après 2 peines de réclusion à perpétuité, la commission des libérations conditionnelles croit qu'il a changé. Et finalement, il le laisse sortir. Waouh!